une petite explication théorique de l'extension WooCommerce. Alors là, je vais utiliser ma tablette pour vous expliquer ça. Donc globalement, c'est voilà, on va faire WooCommerce comme ceci. Et globalement, on a WordPress ici. Alors, on est d'accord que WordPress, à la base, ça sert à créer des articles, alors post en anglais, hein, et des pages. Donc, pourquoi? Parce qu'originellement, évidemment, WordPress servait au blog, et c'est pour ça que la matière de base, le conteneur de base que WordPress gère, c'est les posts et les pages. D'ailleurs, il faut aussi noter que pour WordPress, il n'y a aucune différence entre ces deux types de contenus. C'est-à-dire que l'article ou la page dans une installation WordPress, c'est la même chose, exactement la même chose. C'est enregistré dans la base de données au même endroit, c'est le même type de données. Les seules différences qu'il y a, c'est que pour les articles, il y a un peu plus d'attributs en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a des attributs supplémentaires, comme par exemple la catégorie qui est associée, alors qu'on n'a pas vraiment de catégorie qu'on peut associer aux pages, même si évidemment on peut surcharger ça. Donc c'est le type de base que gère WordPress. Si je veux me lancer dans la création d'une boutique en ligne, donc d'une boutique, je vais être confronté en fait à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il va falloir que je trouve une application avec laquelle travailler. Et le deuxième problème, c'est que, c'est mieux si je retombe dans un système que je connais déjà, en fait. Alors, si on prend la première voie, c'est-à-dire partir sur un nouveau système, j'ai le choix entre plusieurs solutions. Alors notamment dans les très connus, on a des systèmes de création de boutiques en ligne. Alors soit des systèmes existants de type qui sont partagés, comme les boutiques toutes faites qu'on peut créer sur un système X ou Y, ou alors je peux décider de partir sur PrestaShop, qui est aujourd'hui quand même une solution de référence. C'est pas la seule, mais c'est une solution de référence parce que, bon, alors, d'abord c'est français déjà, mais deuxièmement ils ont vraiment une base de boutiques en ligne installée qui est assez impressionnante. Donc ça marche très très bien PrestaShop. Moi j'ai réalisé des grosses boutiques en ligne en France, notamment à Lyon pour la première charcuterie artisanale de France dans les halles Paul Bocuse. Donc j'ai été confronté à pas mal de problèmes sur PrestaShop, mais ça marche très bien. Le seul problème de PrestaShop, c'est que, les extensions sont relativement chères, donc extensions payantes, relativement chères, et deux, il faut coder. Voilà, il y a du code à déployer, puisque sans code, en fait, on est vite coincé. On n'a pas vraiment de souplesse dans la réalisation de sa boutique en ligne. L'avantage, par contre, en 3, c'est qu'on a une personnalisation très importante. Ça permet vraiment de réaliser ce qu'on veut, puisque forcément, si on doit coder, on arrive à une personnalisation importante. Nous, cette démarche de PrestaShop, elle est vraiment réservée. Alors, on veut se spécialiser dans la boutique en ligne, on va apprendre PrestaShop, et puis là, on va devenir un expert, et puis il n'y aura pas de problème. C'est pas vraiment notre cas. Moi, je pense que, alors qu'on est surtout confronté à WordPress dans la vie de tous les jours pour les sites vitrines, etc., la solution WooCommerce plus WordPress me paraît, à mon sens, la plus intéressante. Alors, pourquoi est-ce que c'est la plus intéressante? Et là, vous allez comprendre, c'est relativement simple. C'est qu'en fait, comme je vous dis que WordPress gère par défaut des posts et des pages, finalement, quand j'installe l'extension WooCommerce, je vais gérer un nouveau type de données en fait, hein, qui va s'appeler produit, product. Donc en fait, l'extension en fait dit juste à WordPress, voilà, ajoute au type de données que tu connais déjà, post et page, le type produit. Donc on est dans une intégration complète des produits dans la base de données de WordPress qu'il va être capable de gérer au même titre que des pages ou des posts. Il connaît maintenant un nouveau type de données qui est le produit. Alors ça, c'est le premier avantage, c'est que ça s'intègre très souplement dans le système. Et deuxième avantage, c'est que j'ai toute la souplesse de WordPress pour développer autour de ma boutique en ligne. Donc autour de ma boutique, par exemple, un blog. Ensuite, je peux faire j'ai tout le système de commentaires qui est activé, plus toutes les extensions. Bref, tout l'univers de WordPress qui s'architecture autour de ma boutique en ligne. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
et ça nous permet de naviguer en eau connue. Alors, la première partie, c'est le type de données. Donc, on voit que WooCommerce permet de gérer un nouveau type de données qui est le type produit. Le deuxième aspect d'une boutique en ligne, mais d'ailleurs au même titre qu'un site web ou qu'un blog ou quoi, c'est eh bien tout ce qu'on va voir à l'affichage finalement. C'est-à-dire que à l'affichage, comment ça fonctionne sur WordPress? Comment WordPress est capable d'afficher un article, une page, un produit, puisque ça va être la même chose. Et là, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, tout part de ce qu'on appelle une requête. Alors, c'est assez simple, hein. Une requête, on va dire, égale une URL. Donc, en fait, tout part de là. Et tout le système de WordPress, hein, si on le prend comme un système global, ici, est organisé autour de l'URL. Alors, quand je tape une URL dans mon navigateur, eh bien, je vais tomber dans ce qu'on appelle un routeur. Alors, il faut imaginer un routeur comme un système d'aiguillage, hein, de chemin de fer. Un routeur, c'est quelque chose qui va prendre une URL en entrée, et suivant l'URL qu'il va prendre, eh bien, il va aiguiller, il va renvoyer des chemins différents qui vont soit ramener vers une page, soit vers une page de recherche, search, soit vers pour le coup, un produit, puisqu'on a installé WooCommerce. Donc, c'est vraiment l'aiguillage. C'est un système qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes en ligne qui va mais qui va appeler quoi? Parce que c'est quoi en fait ça quand l'aiguillage est activé? Il voit qu'on demande par exemple l'affichage d'un article, mais qu'est-ce qu'il va renvoyer? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'il va extraire cet article de tous les articles du site? Alors, pour comprendre ça, c'est le principe d'une requête. C'est-à-dire qu'une requête, c'est finalement une demande. Alors, on pourrait le traduire en français par demande. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais, une requête se traduit par query. Hein, c'est query, on est vraiment, on fait une requête à la base de données. C'est-à-dire qu'on demande quelque chose. Alors, si je demande, par exemple, l'affichage d'une page, eh bien, WordPress va reconnaître que c'est une page parce que dans le URL, il y aura peut-être slash contact à la fin. Voilà. Donc, il va extraire de l'URL le nom de la page. Le routeur va récupérer cette requête, cette URL construite. Il va récupérer au bout de l'URL la forme contact et là, il va envoyer ce qu'on appelle un modèle. Alors, pour comprendre les modèles, c'est un système qui sert à simplifier l'utilisation des applications en ligne. Évidemment, si on devait chaque fois construire toutes les pages une par une et puis tous les articles un par un pour pouvoir les afficher, on se rend compte que ça serait beaucoup de travail puisque la question qu'on va essayer de se poser plutôt c'est est-ce qu'on ne pourrait pas factoriser tout ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen pour que finalement eh bien, on utilise, au lieu de construire une par une toutes ces pages, tous ces articles, tous ces produits, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce qu'on appelle un modèle? Alors un modèle, en anglais, c'est égal à un template. Alors ce mot template, je pense que vous l'avez souvent entendu. On l'utilise pour beaucoup de choses, un template. Alors on a des templates dans Figma, on a des templates dans Canva, on a même des templates dans Photoshop. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent, mais qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, un template, c'est un modèle d'affichage. L'idée est assez intéressante et c'est la suivante. L'idée de... Alors attendez, je vais arrêter mon téléphone qui me fait chier là. Hop. Voilà. L'idée c'est la suivante, c'est que on s'est rendu compte que finalement, dans la base de données d'une application, par exemple comme WordPress, hein, attendez, je vais améliorer mes formes, voilà. Dans une application comme WordPress, on a une base de données, hein, base de données. Cette base de données contient, allez, on va appeler le terme exact des data, hein, c'est-à-dire des données, alors des données d'articles, des données de pages, des données de produits aussi, hein, avec le titre du produit, l'image du produit, la galerie d'images, le prix, etc., etc. Tout ça, on va dire que c'est des données. Et puis, en face de ça, on a un écran d'ordinateur, globalement. Cet écran d'ordinateur, il va servir finalement à l'utilisateur pour afficher, eh bien, finalement, ces données-là, hein. Donc, l'idée, c'est plutôt d'envoyer ces données à l'affichage. Alors, si j'envoie
ces données directement à l'affichage, eh bien, je vais avoir un affichage qui va pas du tout être mis en page. On pourra pas parler de web design. On pourra simplement parler, peut-être d'un back-office, hein, parce que finalement, un back-office, c'est l'affichage sous forme de lignes et de colonnes de données qui proviennent de la base de données. Donc, on voit que finalement, il va y avoir quelque chose qui va se passer ici, là. Entre je récupère les données et je les affiche. Et cette opération qui va être déclenchée entre les données et leur apparence, hein, on pourrait appeler ça d'une apparence, puisque évidemment on peut changer l'apparence d'affichage des données. Un back-office peut afficher les produits sous forme de colonnes, mais pourquoi pas ne les afficher aussi sur notre volonté, hein, sous la forme d'une liste, c'est tout à fait possible. Si l'affichage, si l'apparence des données change, les données ne changent pas. On est d'accord, c'est juste la façon de les afficher qui diffère. Or, on arrive assez rapidement à la conclusion que si on arrive à trouver ici une sorte de moulinette, on va dire une sorte de filtre, ici, une moulinette comme ça, qui permet de prendre en entrée les données et de les envoyer sous la forme que l'on souhaite à l'affichage, eh bien, cette partie-là s'appelle un template. Donc un template, c'est simplement un gabarit, on va dire, une sorte d'emporte-pièce qui va prendre en entrée des données et qui va les renvoyer à l'affichage avec une certaine mise en forme. Ce principe-là, il est très intéressant à plus d'un titre, et notamment pour l'exemple suivant, c'est que si sur mon site, on va dire sur mon blog, je dois afficher mes articles, finalement, la question que je vais me poser, c'est pour afficher mes articles, j'ai besoin de combien de modèles? J'ai besoin de combien de templates? Et on va se rendre compte qu'on en a besoin finalement d'un nombre assez réduit. On prend l'exemple du site du Monde. Donc là, je vais aller sur le site du Monde, hein. On va voir ça parce que c'est très représentatif de l'utilisation d'un ensemble de templates. Donc le site du Monde, évidemment, des articles. Les articles, eh bien, c'est un blog. On est exactement dans la structure d'un site WordPress sur le site du Monde, même s'il y a des millions d'articles. C'est exactement ça. Or, pour s'en convaincre, il suffit de parcourir le menu. On va retrouver dans le menu, finalement, des catégories. Économie, économie mondiale, France, etc. Tout ça, c'est des catégories. On va retrouver un certain nombre d'articles ici, dans ces catégories-là. Et puis quand on clique sur eh bien, ce qu'on voit dans le menu, on tombe sur l'article lui-même qui est composé de ce qu'on connaît nous, à savoir un titre, un extrait, un auteur, une date de publication, de modification, bref, tous les champs qui sont disponibles sur WordPress. Or, si j'essaye de comptabiliser le nombre de modèles qu'il me faut pour afficher un article du Monde, eh bien, je vais peut-être adopter la stratégie suivante. Je vais me dire, OK, lorsque j'arrive sur la page d'accueil, j'ai déjà un résumé de finalement plusieurs articles. Alors, c'est pas très détaillé. Par contre, on a toujours une image à la une, a priori, le titre et puis un extrait. Donc, je peux dire finalement, déjà, il y a pour mes articles sur le site du Monde, mais ça marchera aussi sur mon site WordPress, j'ai un premier modèle qui est une sorte de récapitulatif des articles, une sorte de tableau, on va dire, d'articles. Ce modèle-là, je peux lui donner un nom d'ailleurs, hein, je vais l'appeler l'archive. C'est une archive, c'est-à-dire une archive égale plusieurs articles, donc plusieurs posts, selon une certaine mise en forme. Donc j'ai déjà cette archive-là. Si je continue ma progression sur le site, j'ai par exemple ici, quand je clique sur un tag, hein, alors on peut appeler ça des tags, hein, on la retrouve dans WordPress aussi d'ailleurs, hein. Si je fais climat par exemple, qu'est-ce que j'ai là? En fait, lorsque je fais climat, j'ai aussi finalement une archive puisque j'ai tous les articles qui possèdent ce tag climat. Alors, j'ai l'immobilier, j'ai le gouvernement suédois, j'ai les émissions de gaz à effet de serre, l'île d'Oléron, etc. Finalement, j'ai également, si je reviens ici, j'ai également pour les tags, ici, une archive. Alors, quelle différence il y a entre l'archive du blog, c'est-à-dire l'archive des articles du Monde, et l'archive des tags?
quelle différence il y a entre les deux? Bah, finalement, il n'y a pas grande différence. Éventuellement, il peut y avoir deux différences. La première différence, c'est la mise en forme, la mise en page. Et la deuxième différence, c'est probablement, bah justement, on va raccrocher les wagons, la requête, finalement. Parce que dans la première, l'archive des articles, j'ai une mise en page spécifique, mais surtout j'ai une requête spécifique, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui va dire au système, récupère dans la base de données qui est ici, hein, la base de données qui est là, récupère bah, tous les articles, par exemple, du site, ou récupère les 10 premiers articles, ou les 10 derniers articles, ou des articles au hasard. Bref, on voit qu'on a beaucoup de requêtes différentes, mais elles sont toutes bâties sur le même mode. C'est piloter la base de données pour qu'il renvoie dans un modèle prédéfini, hein, en l'occurrence sous forme de tableau, on va dire de 2, 3 colonnes, et bien dans une mise en page aussi déterminée, un certain nombre d'articles. Donc ça, c'est l'archive de mon blog qu'on a vu sur le site du Monde. Et dans l'archive des tags, bah, finalement, j'ai une mise en page qui peut-être même est la même. Hein, c'est-à-dire que si on allait vraiment voir, on pourrait trouver donc dans une catégorie, alors là, on met en avant les images à la une, mais c'est un tableau de 2 colonnes, par exemple. Et sur les tags qu'on trouve ici, inflation, on va retrouver, alors pour le coup, une colonne avec une mise en page un petit peu différente. Alors, si on analyse cette page-là, finalement, c'est une archive, au même titre que l'archive qu'on a vue précédemment, mais avec une mise en page différente. Alors, c'est très intéressant, parce que là, on se rend compte qu'en fait, déjà, à ce niveau-là, on peut factoriser, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir de la façon suivante. On peut se dire, bah tiens, finalement, il me faudrait un modèle qui va s'appeler archive, alors par exemple article, et puis un autre modèle qui va s'appeler archive tag, par exemple, hein. Donc c'est des modèles, c'est-à-dire qu'on va créer 2 mises en page différentes pour ces modèles-là. On va créer 2 mises en page différentes et surtout, eh bien en fait, ils vont être chacun reliés à 2 requêtes différentes. Une requête pour le premier qui va récupérer tous les articles du site, et dans le deuxième cas, une requête qui ne va récupérer que les articles qui seront reliés, on va dire, au tag qu'on l'on souhaite récupérer. Donc, on est en plein dans le modèle. Alors, on peut retrouver d'autres modèles, et je vais vous montrer, il y en a aussi un autre qui est important, c'est quand on clique sur le lien d'une archive d'articles, ici. On a donc à l'écran ce qu'on pourrait peut-être imaginer être l'image à la une en premier. Ensuite, on a la catégorie à laquelle appartient cet article. S'il y a plusieurs catégories, eh bien, ils vont être séparés par des points. Donc, on pourrait dire, ah ben tiens, on a ensuite le titre de l'article, on a ensuite l'auteur, la date de publication, le temps de lecture, éventuellement un article réservé aux abonnés, et ensuite le corps de l'article. Alors, dans la version abonnée, on va n'avoir accessible que les premières parties de l'article, et si on est abonné ou si c'est un article gratuit, eh bien, on aura à ce moment-là l'intégralité de l'article. Donc, on pourrait dessiner ce modèle alors ce modèle qu'on va appeler un single, puisque un single, ça va être un modèle qui va être dédié à afficher un article, alors que une archive, juste pour qu'on soit cohérent sur les termes, ça va servir à afficher n articles. Si on veut dessiner, on peut même dessiner ces modèles. C'est là où ça devient assez intéressant, c'est que finalement, l'archive, on a vu que je peux la dessiner, hein, je peux dire, bah, mon archive va se situer par exemple sur une page comme ceci, avec ici, on va avoir bah, finalement toujours la même chose, hein, sur 2 colonnes, on va avoir l'image à la une ici, ici aussi l'image à la une, le titre, le titre, le titre, ensuite l'extrait par exemple, l'extrait, et ensuite la date de publication. On se rend compte assez rapidement que on est en train de répéter finalement plusieurs fois une seule mise en page. Hein, on va faire une seule mise en page. Cette mise en page-là, on va l'appeler une boucle. Parce que finalement,
On l'appelle une boucle parce que l'archive va être finalement sur plusieurs colonnes, on va dire, hein, on va mettre par exemple 2 colonnes. Eh bien, elle va se borner finalement à récupérer la boucle, c'est-à-dire l'affichage d'une seule case, qu'elle va récupérer autant de fois que nécessaire. Alors, qui est-ce qui va déterminer le nombre de fois où on va afficher cette boucle-là? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est la requête. Donc, la requête qu'on va appeler query, c'est la requête qui va piloter, la requête va piloter l'affichage. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, on peut avoir un modèle qui est une archive qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en forme. Et ce modèle d'archive-là va être piloté par autant de requêtes qu'il va être nécessaire de mettre en place pour avoir tous les affichages qu'on veut. Donc, si par exemple je prends sur le site du Monde l'affichage de la page d'accueil, finalement la page d'accueil, c'est quoi? C'est une certaine mise en forme, hein, avec un premier article qui est plutôt mis en avant, avec sur le côté 2 articles connexes. Ensuite, on a une mise en forme de 3 articles. Ensuite, on a une publicité ou un podcast. Ensuite, on a sur 2 colonnes. Donc finalement, on a une mise en page. Et puis, on a une requête particulière qu'on pourrait appeler, par exemple, la requête de la page d'accueil, qui va avoir pour fonction de récupérer, eh bien, par exemple, tous les derniers articles des dernières catégories. Donc ça va peut-être être la page d'accueil. Si on va ensuite sur alors on va appeler la catégorie, on va changer le nom de la catégorie, on va utiliser le nom réel de ce qu'est une catégorie. Une catégorie, on appelle ça en informatique, en tout cas sous WordPress, on appelle ça une taxonomie. Une taxonomie. Une taxonomie, c'est finalement un moyen de classifier des éléments suivant différentes familles d'éléments. C'est pour ça que les catégories, c'est exactement ça. C'est un moyen de classifier des articles suivant différentes appartenances à des catégories différentes. Donc la taxonomie, c'est finalement aussi une archive, puisqu'on peut demander l'archive des articles qui concernent par exemple l'économie ou la culture. C'est une mise en page, eh bien, qu'on pourrait faire exactement comme celle-ci, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir peut-être la même boucle d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le même type d'affichage que la page d'archive, peut-être sur un nombre différent de colonnes. Donc à ce moment-là, on aurait une archive qui aurait peut-être 3 colonnes. Donc on n'aurait que ça à faire finalement, créer une archive avec 3 colonnes et on pourrait récupérer la boucle qu'on a créée par exemple pour l'archive globale des articles qu'on afficherait au lieu de 2 colonnes, de 3 colonnes. Donc là vraiment on est en train de factoriser les informations. Et puis on se rend compte que pour afficher mon million d'articles du site du Monde, j'ai finalement besoin de faire très peu de modèles. Je vais peut-être avoir 2, 3 modèles d'archives pour les tags, par exemple, les hashtags, les taxonomies, donc les catégories, la page d'accueil, l'archive vraiment du site. Ensuite, on va avoir besoin d'avoir un modèle qui est un modèle de type single. Alors single pour afficher un seul article à l'écran. D'accord? Donc je vais là créer mon modèle pour afficher un article avec ici en haut l'image à la une, en haut de page. Ici, par exemple, le titre au-dessous, et puis la date, la catégorie, etc. Et ensuite le corps de l'article, ici. Tout ça va être emprisonné entre un en-tête, donc header, et un footer, ici, footer. À noter d'ailleurs que cet en-tête et ce footer vont revenir sur l'intégralité du site. Donc, eh bien, en fait, c'est des modèles aussi, hein. C'est-à-dire que je vais dessiner un seul header, un seul footer, et ensuite, via un système de règles, je vais expliquer à WordPress que cet en-tête, il doit l'utiliser sur l'intégralité du site, et ce footer également sur l'intégralité du site. Donc du coup, je me retrouve avec, au niveau de mes modèles, un en-tête, un header. Alors, on pourrait avoir 3 headers différents. On pourrait avoir un header spécifique pour la page d'accueil et puis des headers différents pour l'intérieur du site. Ça serait possible à faire. Il suffirait de dessiner 2 en-têtes et puis de les connecter avec des règles un petit peu différentes, hein. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans le routing ici, qu'on avait défini auparavant, eh bien finalement,
on aurait ici, eh bien, est-ce qu'on est sur la page d'accueil? Eh bien, j'envoie l'entête de la page d'accueil. Est-ce qu'on est sur n'importe quelle autre page? Eh bien, j'envoie le deuxième en-tête, par exemple. Donc, c'est juste un jeu de règles qu'il faudrait mettre en place. Très simple à faire. Ensuite, on a un footer. Donc, on a déjà donc deux modèles. Footer. Ensuite, on a dit qu'on allait avoir, on va dire, une ou plusieurs archives. Hein, c'est-à-dire, si je veux une archive des catégories, eh bien, je créerai une archive des catégories, une archive de mon blog, donc éventuellement une ou plusieurs archives. Ensuite, on aura les singles, c'est-à-dire l'affichage d'un seul article. Bien, a priori, je peux en avoir un. Éventuellement, je pourrais en avoir deux si jamais j'ai besoin d'avoir un modèle spécifique quand on n'est, par exemple, pas membre du site. Eh bien, on aurait peut-être un modèle spécifique. Si on est membre du site, on aurait peut-être un autre modèle. En l'occurrence, rappelez-vous, je vous ai dit que l'article, c'était la même chose que les pages. Ah, mais ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que si c'est le même type de contenu, les pages, finalement, ben, elles vont marcher aussi avec des modèles. Donc, j'aurai un single pour les articles, donc single post, on va appeler ça. Et puis, pourquoi ne pas avoir des single pages pour les pages de mon site? Parce qu'après tout, les pages de mon site, on peut aussi les mettre en page selon un modèle prédéterminé. Alors, vous pourrez me poser la question, ça veut dire quoi un modèle pour les pages? Parce qu'on comprend bien que pour un article, un modèle, c'est la façon dont on va dire, créer, concevoir sa visualisation à l'écran. C'est un petit peu ce que je vous ai mis ici, un en-tête, une image, un titre et un footer. Donc là, j'ai créé un modèle qui s'appelle single article. Mais pour une page, parce qu'on est d'accord que les pages, elles changent. Hein. La page d'accueil, elle ne ressemble pas du tout à la page contact, par exemple. C'est deux pages qui sont différentes. Alors, où se trouve le lien entre ces pages? Pour comprendre ça, ben, il suffit simplement de remonter d'un niveau et de se mettre au niveau des modèles. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, quels sont les rapports, quels sont les points communs qui existent entre la page d'accueil d'un site et par exemple la page contact de ce même site. Eh bien, en fait, on va en retrouver plusieurs. On va se dire, OK, le premier point commun, c'est que ils ont toute une sorte de gabarit qui est identique. Le gabarit, c'est quoi? C'est qu'on a un en-tête ici, on a un footer ici. Éventuellement, on peut avoir aussi, pourquoi pas, une colonne latérale ici, hein, qui serait par exemple une colonne commune. Alors on le voyait beaucoup, on le voit beaucoup sur certains sites, une colonne commune de contenus divers et variés, mais qui serait partagée par la page contact, la page service, une page à propos. Donc ça, c'est finalement un modèle aussi. Et ensuite, il nous reste plus qu'une zone qui va, elle, changer à chaque fois que je vais créer une page. Cette zone-là, en l'occurrence, on appelle ça la zone de contenu. Donc la zone de contenu, qui est finalement la seule chose dans le modèle, ici, hein, c'est un modèle, ça, modèle, qui va changer sur chaque page. Donc là, eh ben, on est d'accord, on est en présence d'un modèle. On est en présence d'une structure de modèle. Si j'enlève ici la page, la zone, comment dire, la zone latérale, la barre latérale, et que je prends ma zone de contenu et que je la mets comme ceci, eh bien, finalement, quand je crée une nouvelle page, la page contact d'un site, par exemple, eh bien, tout ce que je vais créer dans cette page contact, à savoir, imaginons que cette page contact soit composée, par exemple, je sais pas moi, d'une Google Maps, d'une carte, ensuite d'un formulaire de contact, formulaire, ensuite de différents textes, etc. Eh bien, je peux prendre tout ça, donc tout ce contenu que je fais, alors que je le fais avec Elementor, ou Gutenberg si je veux utiliser le page builder de WordPress, hein, ou un autre système, un autre éditeur de page, peu importe. Tout ça, ça va dans la zone de contenu. Donc quand je travaille sur une page, en fait, je n'édite que sa zone de contenu. Et alors là, ça devient beaucoup plus clair, enfin je trouve en tout cas, puisque ça démontre bien que quand on crée une nouvelle page, une page contact, accueil, service, à propos, etc., finalement, on ne modifie que cette zone de contenu. Donc finalement, on peut créer un modèle de page. Alors ce modèle de page-là, hop, que je viens de créer ici, donc ce modèle-là, c'est un modèle de page. On peut l'appeler le modèle, par exemple, défaut.
et je vais vous montrer, on le trouve dans WordPress après. On pourrait créer un deuxième modèle qui va être un modèle, par exemple, qu'on va appeler colonne. On va ajouter, par exemple, ici, cette fameuse colonne latérale, par exemple, hein, ici, tac, tac, avec du contenu différent. Une zone de contenu un peu plus petite, hein, qui fera uniquement, par exemple, 4/5 de la largeur, et puis 1/5 pour la barre latérale. On appellera ça colonne. Et ensuite, quand on éditera la page, ou quand on créera une page dans WordPress, eh bien, on dira à WordPress, utilise le modèle par défaut pour l'afficher, ou utilise le modèle colonne pour l'afficher. Et donc, du coup, ça changera rien à notre façon de travailler. Par contre, WordPress enverra à l'affichage soit la zone de contenu sur l'intégralité de la largeur de la page, soit ça sera imbriqué, inséré dans une mise en page qui contiendra, par exemple, une colonne à gauche, ou une colonne à droite, ou une mise en page un petit peu... en fait, on peut tout faire. Ça sera finalement le moyen le plus simple d'arriver à créer n'importe quel type de mise en page. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce système-là, c'est que finalement, on comprend mieux pourquoi une page et un article, c'est la même chose finalement, puisque si je parle maintenant, au lieu de parler de la page contact ou de la page service, je parle bien d'un article X ou Y, hein, donc c'est ce modèle-là finalement, ici, un article, eh bien la zone de contenu de l'article, finalement, elle est ici, hein, c'est-à-dire elle est entre le footer et l'entête. Et là, par contre, on va avoir un niveau de fonctionnalité en plus, c'est qu'au lieu d'avoir des éléments, par exemple des images, des titres, des boutons, des vidéos, etc., on va avoir en plus des éléments qui vont être normés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des widgets, plus ou moins, qui vont nous permettre de construire comme on pourrait construire avec un jeu de construction le modèle d'affichage d'un article. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un élément qui va s'appeler post title, qui est d'ailleurs le nom de la cellule dans la base de données, hein, donc post title, qui va être le titre de l'article. Donc quand on va créer le modèle, on va simplement travailler d'une manière un peu plus globale. Et c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire quand on va créer sur WordPress le modèle d'affichage d'un article, comme ceci, on va simplement lui dire, écoute, on ne sait pas comment s'appelle l'article, mais par contre, ce que tu vas faire, tu vas afficher post title au début du modèle, quel qu'il soit en fait. C'est-à-dire que pour chaque article, quand WordPress va appeler notre modèle pour afficher le contenu d'un seul article, il va remplacer finalement post title par le véritable nom de l'article. Ensuite, on va lui dire, tu afficheras par exemple au-dessous post image, par exemple, hein. Donc, c'est-à-dire l'image à la une. Ensuite, tu vas afficher excerpt, l'extrait. On va en fait travailler d'une manière un petit peu symbolique. Et ensuite, pour terminer, post content, qui est le contenu de l'article, alors celui qu'on a rédigé avec les images, les titres, les gras, tout ça. Finalement, c'est ça un modèle en fait. Un modèle, c'est une représentation un petit peu symbolique. Alors pourquoi symbolique? Parce que évidemment, on ne sait pas, on va pas lui dire, on ne sait pas quel va être le titre de l'article. Par contre, on va lui demander de le récupérer. Donc on va créer une mise en page globale qui devra marcher pour tous les articles. Tous les articles. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on va construire le site en créant finalement des modèles. On n'a pas besoin de 50 modèles. On va créer uniquement des modèles qu'on vient de voir, l'entête, le footer, éventuellement des modèles de page, mais ça, c'est si on veut aller plus loin, puisque généralement, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, en tout cas par défaut. Tout le temps, on va faire le modèle d'affichage d'un article, le modèle d'affichage des archives, et ensuite, des modèles supplémentaires si on en a besoin. Donc là, cette partie-là, c'est la partie qui explique en fait tout simplement, si on veut résumer ce que je viens de vous démontrer, qu'on a une approche qui est intéressante, qui est la suivante. On a un contenu, donc on a des datas finalement, hein, alors qui sont des articles, des posts, des pages, des produits, des événements, tous les types de données qu'on peut mettre dans WordPress, hein, on peut en mettre pour une infinité de différentes, des biens immobiliers, des partitions de musique,
ce qu'on veut. C'est d'un côté des données. De l'autre côté, on a des modèles. C'est-à-dire une description assez généraliste, globale et comment dire, différenciée d'afficher ces datas-là. Donc, on va filtrer les datas par les modèles et on respecte comme ça un point qui est fondamental aujourd'hui en développement, enfin, de sites web notamment. On découple les données de la façon de les visualiser. Et ça, c'est super intéressant. Alors, à plus d'un titre, mais il faut comprendre ça, et on le comprend assez facilement, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je découple les modèles des données elles-mêmes, eh bien, c'est là où je comprends comment fonctionnent, par exemple, les thèmes dans WordPress. Parce que finalement, quand on active dans WordPress un thème graphique, mais en fait, on ne fait qu'activer un certain nombre de modèles spécifiques, en fait. Donc, un thème, c'est quoi? C'est un ensemble de modèles. Alors, avec plus ou moins de fonctionnalités, plus ou moins de styles différents, des feuilles de style qui sont reliées au modèle, etc. Mais c'est très simple, en fait. C'est simplement un ensemble de modèles qu'on va appliquer à des datas, mais c'est différencié. Et ça permet une chose, ça permet premièrement de mettre le thème que l'on souhaite. On peut le switcher très facilement, puisque quand on switch de thème, on ne fait que switcher finalement les modèles d'affichage, on ne touche pas aux données, aux data. Et deuxièmement, c'est non destructif, parce que si je change à un moment particulier sur mon site de thème graphique, eh bien, je vais uniquement changer la façon de visualiser les données, mais c'est deux choses qui sont différentes. Alors, c'est lorsqu'on est dans WordPress, donc si je prends Sandbox, je prends mon site internet. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Donc, si je prends mon site internet, alors je vais créer un nouveau site ici que je vais appeler e-commerce, où on a une installation WordPress classique, standard. Eh bien, tout ce que je vais trouver dans les thèmes, dans l'apparence de mon site, alors, c'est tous les thèmes, il y en a des centaines de milliers différents de thèmes, hein. C'est simplement, finalement, si on va voir dans l'éditeur de thèmes à quoi ça ressemble, un thème, alors, vous voyez, on le voit ici, hein, c'est des modèles et des éléments de modèles. Donc finalement, c'est juste un jeu de modèles différents qui seront appliqués à mes données. Mes données, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les pages, ici, dans les articles, ici, et puis dans les produits, quand on a installé WooCommerce, puisque les produits, c'est un nouveau type de données, d'ailleurs, ils apparaissent dans une nouvelle catégorie dans mon back-office, c'est tout simplement des données, en fait, hein. Les produits, c'est des données, au même titre que les pages et les articles. Alors la question, c'est, OK, on a compris que WordPress, c'était finalement un jeu de modèles qui était appliqué à un jeu de données, tout simplement, mais comment créer ces modèles-là? Comment se libérer de l'emprise, entre guillemets, des thèmes graphiques qui me cantonnent dans un style particulier. Et là, on le voit vite, puisque quand on essaye d'installer des thèmes sur WordPress, finalement, on va, quand je suis dans le repository, c'est-à-dire dans le catalogue des thèmes de WordPress, on va rechercher, on va ajouter des thèmes, on va les rechercher, et on voit que c'est en fait des templates de modèles, parce qu'ils sont chacun dédiés. Alors on peut chercher des thèmes pour des boutiques en ligne, pour des coiffeurs, pour des restaurateurs, bref, ils sont généralement classifiés par thématique. Alors retenez d'ailleurs thématique et thème, hein, c'est un petit peu identique. Et ils vont nous proposer chaque fois des mises en page spécifiques pour faire une boutique, etc. Mais comment se libérer de ça? Comment faire en sorte pour, non, moi je veux créer mon thème à moi, je veux pas partir d'un thème qui est déjà créé, parce que je veux avoir, parce que mon client me demande une boutique en ligne ou un site qui est vraiment spécifique et je veux pouvoir le faire depuis zéro finalement. Je veux pouvoir faire ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire je veux pouvoir créer moi-même mes modèles. Comment je vais faire? Alors j'ai deux solutions. La première solution, c'est
Pour créer ces modèles, je suis programmeur et je vais donc créer des fichiers de programmation en PHP, puisque WordPress est programmé en PHP. Donc ça, c'est la première solution, réservée aux développeurs. Donc ceux-là vont pouvoir créer leur propre thème. Alors il y a toute une comment dire, une nomenclature de méthodes pour créer ces thèmes. C'est assez complexe. Bon, moi, je forme, notamment pour le CNRS, je les forme à avoir plus de maîtrise sur leurs thèmes, etc. Donc, c'est de la programmation, etc. Et ça nous intéresse pas. L'idée, c'est comment se passer de cette programmation, mais pouvoir quand même être autonome sur la création vraiment de l'apparence de notre thème. C'est là, en fait, qu'entre en jeu Elementor. Parce que Elementor, c'est pas, comme on pourrait l'imaginer, un système qui nous donne des widgets graphiques en plus, qui nous permet de créer visuellement des pages. C'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça quand on a installé Elementor Pro. Toute la puissance d'Elementor vient, en fait, de cette extension, alors pour le coup payante, hein, qui va nous permettre d'aller plus loin, et notamment qui va nous permettre d'avoir accès à ces modèles, en fait. Hein. C'est toute la puissance d'Elementor Pro, c'est nous donner des outils graphiques, visuels, pour, au lieu de créer du code, pouvoir visuellement bâtir des modèles d'affichage qui seront appliqués à nos posts, à nos pages, à nos produits, bref, à l'intégralité des types de données qui sont gérés ou qui sont créés dans WordPress. Alors, quand on est sur son site, ici, e-commerce, tableau de bord, on a les articles, les pages, mais les modèles se trouvent où, en fait? Parce que, OK, si on a accès à la création de ces modèles, c'est qu'on doit pouvoir y avoir accès par l'interface de WordPress. Or, si on regarde bien l'interface de WordPress, on a deux onglets qui sont mis en place par Elementor, et Elementor Pro quand on l'a installé. C'est le premier Elementor ici, qui est l'onglet de gestion d'Elementor. Et au-dessous, on a modèle. Et là, dans modèle, eh bien, on a un lien, on a plusieurs liens même qui sont importants, mais pour ce qu'on est en train de discuter, c'est le premier lien qui est modèle enregistré et le deuxième lien qui est Theme Builder. Finalement, Theme Builder, c'est un constructeur de thèmes, puisque, comme je le répète, un thème graphique, c'est un ensemble de modèles. Donc finalement, on va non pas créer finalement des pages ou des contenus, on va créer notre propre constructeur de thème, notre propre thème graphique. Quand on lance Theme Builder, on va se retrouver en présence d'une interface, ici, qui va nous permettre de créer les principaux modèles du site, à savoir, comme on l'a vu dans la petite description, la petite démonstration, un modèle pour l'entête du site, un modèle pour le footer du site, un modèle pour afficher un seul article, une seule page, une archive, des résultats de recherche. On peut aussi créer un modèle pour la recherche sur son site, un produit unique, comment afficher un seul produit sur sa boutique en ligne, puisque j'ai activé WooCommerce, donc j'ai des modèles additionnels dans Elementor Pro, l'archive des produits, c'est-à-dire la page boutique, la boucle, hein, en anglais loop. La boucle, c'est ce qui nous permet d'afficher au sein d'une archive, on le voit ici, hein, une seule case, et même un modèle pour les erreurs, 404. C'est un modèle, c'est quelque chose qui est à brancher dans WordPress qu'on va pouvoir créer avec Elementor Pro. Alors, si on veut partir de ce qui est le plus simple, eh bien maintenant je vais vous montrer comment on crée un modèle. Alors, on va commencer par le plus simple. Quand je lance mon site, ici, donc qui s'appelle e-commerce, j'ai un affichage. Cet affichage-là, c'est finalement le résultat de l'application des modèles qui sont définis dans le thème graphique. Et ce modèle va déterminer l'affichage des données. Donc c'est, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai uniquement un article sur mon site. Donc l'archive, pour l'instant, qui est l'archive du blog, n'affiche qu'un seul élément. Si je clique sur l'élément, je tombe sur le single, c'est-à-dire l'affichage d'un seul article, qui est bonjour tout le monde, welcome to Sandbox. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il y a un commentaire éventuellement qui est associé au-dessous. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est finalement
me poser la question, est-ce que je veux ajouter mes modèles dans le thème qui est actif pour l'instant, qui est un thème qui s'appelle 2023, qui est livré par défaut avec WordPress, qui est un thème principalement pour les blogs, donc qui n'est pas particulièrement adapté pour une boutique en ligne. Je me vois pas faire une boutique en ligne avec un thème adapté pour les blogs, ça va être très compliqué. Donc je vais avoir finalement deux solutions. La première, c'est trouver un thème plutôt généraliste, le plus léger possible, qui va me permettre de faire tout. Ce thème-là, il existe, il s'appelle Hello Elementor. C'est un thème qui a été créé par les concepteurs d'Elementor, qui est un thème absolument vide, où il y a pratiquement rien dedans. Et c'est moi qui vais bâtir finalement tous les modèles de mon thème d'une manière, alors soit simple, si je ne connais pas grand-chose, mais j'aurai quand même tous les éléments pour le faire, soit excessivement compliqué si j'ai une très grande connaissance, auquel cas je pourrais également utiliser ce thème. Ou alors peut-être utiliser un thème qui met déjà en place certains éléments comme Astra. Astra, c'est un thème qui est plutôt dédié au e-commerce, même si on peut faire avec beaucoup de choses, hein, et qui va me donner déjà des éléments préconçus, c'est-à-dire des paramétrages de mon single article, de mon archive des articles. Tout ça, ça peut être intéressant. Moi, je vais faire ma démonstration avec Hello Elementor parce que je veux avoir le maximum de liberté et j'ai pas besoin d'avoir un thème qui va déjà me proposer peut-être 25 modèles différents que j'utiliserai pas. Ça sera dommage, ça sera de la puissance de calcul en moins, de la lourdeur en plus. Donc, si j'active finalement sur mon site Hello Elementor, je suis en train de switcher de jeu de modèles et je suis notamment en train de mettre en place un thème graphique qui ne propose absolument aucun modèle pratiquement. Donc si je lance mon site maintenant, ici, bien vous allez voir que ben voilà, je n'ai rien, j'ai un en-tête qui est tout à fait rudimentaire, qui prend juste le nom. Alors ce nom-là, il le récupère ici dans les réglages. Ici, général, j'ai site e-commerce ici, hein, donc il récupère le titre, éventuellement le slogan, s'il y en a un. Donc, ma boutique en ligne, si je mets ça, ma boutique en ligne. Voilà, donc dans les réglages ici, si je passe par Hello for Elementor, eh bien j'aurai le strict minimum, voilà, ma boutique en ligne, site e-commerce. Ensuite, on a l'archive, hein, c'est marqué, puisque par défaut, WordPress va afficher l'archive du blog. Et c'est pour ça que dès qu'on met en place un site WordPress, la première chose qu'on fait, c'est on crée ici dans les pages une page d'accueil, hein, on ajoute une nouvelle page tout de suite qu'on appelle accueil. On la publie, hop, hop. Et ensuite, on va dans les réglages pour venir dire à WordPress, dans les réglages de lecture, ici, ça se passe. Lecture, on lui dit, attention, la page d'accueil affiche une page statique qui est la page d'accueil. Voilà, donc là maintenant. Alors il me pose la question, ok, mais si j'affiche pas les derniers articles, comment je fais pour afficher l'archive du blog finalement? Parce que le blog, c'est l'archive de tous les articles. Eh ben, je vais lui dire, bah, là, pour l'instant, on peut rien sélectionner. Donc, je vais aller créer cette fameuse page de blog. Donc là, je fais page d'accueil, accueil. Et ensuite, je vais aller créer une nouvelle page que je vais appeler, hein, toujours pareil, un blog. Cette page-là, c'est pas une page, en fait, que je crée. C'est un modèle. Je veux créer cette page, blog. C'est-à-dire que je vais rien mettre dessus. Je vais créer une page vide et je vais lui dire, dans les réglages de lecture, eh bien, écoute, la page d'accueil renvoie la requête vers la page d'accueil quand on tape le nom de domaine. Et quand on veut accéder à l'archive des articles, eh bien, utiliser la page blog. Je fais juste ça et j'enregistre les modifications. À partir de maintenant, si je retourne dans mes pages, on va voir que il a rajouté à côté d'accueil, page d'accueil, puisque bah, maintenant il sait que c'est la page d'accueil. Et à côté de blog, il a rajouté page des articles. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si je veux modifier la page d'accueil, bah, il n'y a pas de souci, je le fais, hein. Je peux la créer avec Gutenberg ici, hein, si je connais Gutenberg. Donc, c'est un système de constructeur de pages assez abouti, qui est de plus en plus abouti d'ailleurs. Ou passer par Elementor, hein. Donc, je fais modifier avec Elementor, et puis je crée ma page. Ça, c'est la première solution. Sauf que si je veux faire la même chose pour ma page de blog, donc si je fais modifier la page de blog ici, il me dit, attention, vous êtes en train de modifier la page qui affiche vos derniers articles. Donc, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui a changé, que c'est une page un peu particulière. Alors, effectivement, c'est une page un peu particulière, d'ailleurs qu'on ne peut pas éditer directement avec Elementor, puisque c'est un modèle. Alors, si je veux maintenant
créer mes modèles, et donc je vais revenir donc sur mon modèle d'en-tête, eh bien je vais revenir sur ThemeBuilder, ici, modèle ThemeBuilder, et je vais maintenant créer mon premier modèle qui est l'en-tête. Donc alors je peux faire de plusieurs façons, mais globalement il y a un plus, je vais cliquer sur plus, ici en tête. Il va me lancer Elementor. Voilà. Il va même me proposer, si j'ai un compte en ligne, d'utiliser des blocs déjà tout faits. Hein. On retombe sur ce problème sur ces mock-ups, ces blocs tout faits qui sont déjà, que tout le monde utilise. Donc, finalement, tout le monde a un peu les mêmes résultats puisque c'est partagé par la communauté entière. Mais moi, je vais simplement, non, je vais dire, OK, non, moi, je veux pas. Alors, je vais activer les conteneurs. Actif. Voilà, donc ça, c'est les fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités qu'on peut activer dans Elementor. Voilà, là, c'est fait. Et finalement, maintenant, je vais créer mon en-tête. Alors, là-dedans, on le voit d'ailleurs, hein, puisque si on analyse cette page, on voit que ça, c'est le titre de la page, hein, l'en-tête, header. On a bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, la content area, donc la zone de contenu qui se situe au-dessous du titre de la page. Et là, on est bien ici dans l'en-tête, parce qu'on est au-dessus de la zone de contenu. Donc on est bien dans l'en-tête. On a la possibilité de mettre ce qu'on veut là-dedans. Hein. On n'a aucune limite, c'est une page comme une autre finalement. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre un en-tête, je vais mettre le titre du site. Hein. Alors on a un widget qui s'appelle Site Title, titre du site, qui va récupérer dans le tableau de bord le site, hein, le nom du site. Donc on va faire ça, site e-commerce par exemple. Je vais mettre un fond de couleur pour qu'on voit un peu plus l'en-tête. Donc je vais mettre une couleur très claire, par exemple, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre une hauteur pour qu'il ait un peu plus de corps, mon en-tête, hein, comme ceci. Voilà. Et puis évidemment, dedans, on aurait les widgets supplémentaires que sont les menus de WordPress, hein, puisque là, pour l'instant, je n'ai pas créé de menu, mais je vais en créer un après. Donc, je mets aussi le menu. Et puis, tout ce que je peux trouver dans un en-tête. D'accord? Donc là, je ne vais pas aller le développer plus longuement. Je vais dire, OK, pour moi, ça me va comme ceci. Et ensuite, je vais publier. Et quand je vais publier, étant donné que je ne suis pas dans une zone de contenu, hein, je ne suis pas dans la page d'accueil de mon site, je suis dans un modèle, eh bien, Elementor Pro va me poser une question, va me dire, OK, je comprends bien que tu es en train de faire un modèle, mais ce modèle-là, comment tu veux gérer son affichage? C'est-à-dire que on a vu tout à l'heure qu'un modèle, c'était un ensemble, une mise en page, en fait, qui allait rechercher des données, mais je vais avoir un contrôle sur son apparition sur mon site. Donc finalement, ça va être un jeu de règles, c'est très simple. Hein. Je vais ajouter des conditions. C'est-à-dire, je vais lui dire, OK, ce modèle-là, d'en-tête, hein, il sait que c'est un en-tête, hein, puisque je lui ai dit nouvelle en-tête, je vais dire, inclus-le sur tout mon site. Mais je peux lui dire aussi, mais par contre, attention, inclus-le partout, sauf exclus-le sur une certaine page qui est, par exemple, la page d'accueil. Donc là, je vais lui donner des règles d'affichage. Et ces règles-là vont servir pour le routeur, vous savez, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le routeur va utiliser ces règles pour afficher ce modèle. Alors moi, je vais faire pour un en-tête l'intégralité du site, hein, ça me paraît être logique. Je veux que mon en-tête s'affiche partout. Je fais sauvegarder et fermer. Voilà. Donc maintenant, finalement, si je retourne sur mon site, ici, je relance mon site. Alors, je mets à jour les caches. Voilà, j'ai bien mon en-tête qui s'affiche. Cette en-tête-là va s'afficher partout sur mon site. Donc, si je prends n'importe quel article, etc., j'aurai également l'affichage de cette en-tête. Donc, si je fais voir bonjour tout le monde, j'ai bien l'en-tête qui s'affiche. Donc là, on a mis en place un premier en-tête qui est un premier modèle, pardon, qui est le modèle d'en-tête. C'est un modèle plutôt, on va dire, statique, parce que globalement, le modèle d'en-tête, c'est une mise en page. Alors par contre, effectivement, il faut qu'on mette aussi le menu. Alors pour le menu, c'est simple, on va aller dans Apparence, ici, Apparence menu, et dans Menu, on va créer un nouveau menu. Donc je vais appeler ça Menu principal. Menu principal.
je vais créer le menu, et dans ce menu-là, ben, je vais mettre globalement toutes mes pages, etc. Bon, là, j'ai pas grand-chose, alors je vais mettre pour l'instant éventuellement les liens que je retrouve sur mon site. Donc j'ajoute au menu ces pages. Je vais ajouter aussi l'article Bonjour tout le monde. Voilà. Donc là, je peux réagencer ça, hein. Bon, après, ça c'est simple à gérer. Une fois que j'ai mis les liens dans mon menu principal, j'enregistre le menu. Et maintenant, en fait, si je retourne sur mon site, il va afficher le menu. Alors, pourquoi il affiche le menu? Parce que si je retourne ici, maintenant, je peux le modifier à partir de ce menu-là, hein, Elementor Header. Eh bien, on va voir que comme il n'y a qu'un seul menu, eh ben, il a directement été le sélectionné. En fait, il a vu, ok, il a compris que c'était le menu principal, donc il l'a mis ici. Il ne me reste plus que dans ce menu-là, venir dans la stylisation de ce menu-là, ben, modifier les polices, etc., pour avoir quelque chose qui soit plus joli. Voilà, on va pouvoir gérer des éléments. Et là, mon en-tête, il possède maintenant un menu, et d'ailleurs ce menu-là, il est effectif, hein, puisque si je vais sur les différents liens, voilà, je vais trouver les différents, hein, ça fonctionne, donc les éléments du menu. Donc vous avez compris, on peut faire le footer de la même façon, en retournant sur le tableau de bord dans Elementor Model Theme Builder, et en venant créer ici un footer. Donc ça sera pareil, donc je vais pas le faire, mais ça sera la même chose, un footer. On crée le footer, on met les règles d'affichage, et on a un en-tête et un footer avec son jeu de couleurs, ses polices de caractères, avec tout ce qu'on veut. Et alors là, j'ouvre une parenthèse de structuration de travail qu'il faut absolument avoir, c'est que quand on crée depuis zéro son site, il y a une méthode qui est très importante, c'est d'aller donc dans les réglages du site ici, et dans ces réglages-là, c'est l'accès via Elementor à tous les éléments globaux du site. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va déterminer ses couleurs globales. Hein, on va dire ici et on va dire par exemple, voilà, je vais utiliser plutôt cette couleur-là, par exemple, comme couleur principale. Comme couleur secondaire, je vais avoir plutôt cette couleur-là. On va gérer ces couleurs-là. Le texte va être par exemple en noir. La couleur accentuée, ben, ça va être par exemple cette couleur un peu plus foncée. Voilà. On va créer des couleurs globales. On peut ajouter des couleurs d'ailleurs aussi. On peut aussi enregistrer les couleurs directement. On va créer ces polices et ces typos, ces boutons, c'est-à-dire tous les éléments, on va le faire une seule fois pour l'intégralité du site. Et ensuite, ça va être plutôt intéressant puisque quand on va travailler sur ces modèles, notamment sur ces pages, eh bien, on pourra venir alors modifier l'entête. Alors, je vais ici retourner sur l'entête. Voilà, éditer les headers par exemple, et venir sélectionner les éléments. Et dans le style, on aura accès avec la petite map monde ici. Au lieu de sélectionner ici tout le temps des couleurs différentes, etc., on viendra prendre ici tout ce qu'on a défini dans les éléments globaux. Les couleurs du texte, on pourra prendre la couleur principale. La couleur de menu, on pourrait prendre une couleur, par exemple, couleur du texte ici. Donc texte color accentué, par exemple. Et l'avantage de faire ça, c'est que les modifications vont être beaucoup plus simples puisque en revenant dans le menu hamburger ici, on accède au constructeur de thème aussi, enfin au réglage du site, pardon. Et dans les réglages du site, toute modification qu'on appliquera sur les éléments globaux sera immédiatement répercutée sur tous les éléments qui utilisent ces couleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça permet de gagner énormément de temps en déterminant une charte à la base, un design system à la base, qu'on va appliquer ensuite sur l'intégralité de son site. Donc, on a créé le modèle d'en-tête. On a aussi créé le modèle de footer puisque c'est le même système. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment créer le modèle qui nous permet d'avoir une page d'accueil qui va nous proposer des articles ou des produits dans une certaine mise en page. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire on va commencer par créer l'archive de son blog. Je vais prendre comme exemple le blog. C'est pareil que les articles de toute façon. Donc on a un certain nombre d'articles. Alors là, j'ai pas pour l'instant beaucoup d'articles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer une petite extension très utile et à connaître également, qui s'appelle Faker Press.
Donc, qui est une extension en fait qui va me permettre de créer des éléments de travail en fait, hein, Faker Press. Donc cette extension-là, elle va me permettre de gérer des faux contenus, on va dire, hein. C'est très important quand on travaille sur un site parce que quand on démarre, on n'a généralement aucun contenu. Donc si je prends Faker Press que j'installe sur mon site, que j'active ici dans les extensions, Faker Press, il est là, activé sur le réseau. Donc là maintenant j'ai un onglet Faker Press ici. Hop, Faker Press, donc j'ai qu'à cliquer dessus. Je vais lui demander de créer des articles. Donc je vais lui demander par exemple de créer 15 articles à la date de hier, alors entre telle date et telle date. Bon, il y a pas mal de paramétrages différents, mais globalement je vais lui demander aussi de prendre une image à la une qui va chercher chez placeholder.com. Voilà, on peut paramétrer tout ça. Ensuite, on fait générer. Et là, il va créer automatiquement le nombre d'articles qu'on a demandé ou le nombre de produits. Alors, pour les produits, on verra qu'on a aussi un autre moyen pour créer de faux produits directement avec WooCommerce, parce qu'il propose, quand on installe WooCommerce, de pouvoir directement créer de nouveaux produits. Donc là, il est en train de générer mes 15 articles. Voilà, c'est fait. Donc, ils sont là. Et si je retourne dans mes articles maintenant, ben voilà, j'ai 15 faux articles, on va dire, mais ces faux articles ressemblent à de vrais articles, hein, c'est-à-dire que on a, si on regarde, alors attendez, c'est pas celui-là parce que celui-là c'est un article. Bon, si on a celui-là par exemple, voir, ben voilà, il m'a créé des contenus, il m'a mis des images dedans, des liens, enfin il y a de la mise en page, etc. Donc c'est parfait. Par contre, on se rend compte que, alors il y a probablement, je vais regarder s'il y a des images à la une. Euh, Image mise en avant, voilà, il a mis une image mise en avant aussi. Donc voilà, ils ont tous des images, ils ont tous des contenus. Donc je vais pouvoir créer mon archive. Donc c'est surtout ce que je veux, c'est créer mon archive. C'est pouvoir faire finalement cette fameuse page hein, ici de blog qui va me montrer tous les articles de mon site ou tous les produits de ma boutique ou toutes les pages de mon site, peu importe. Donc comment je fais? Je refais toujours, j'utilise ce même principe de travail. Je me retrouve à devoir premièrement aller dans ThemeBuilder, ici. Et dans ThemeBuilder, là où j'ai créé mon en-tête, que je peux d'ailleurs remodifier d'ici, hein, je vais créer donc, alors non pas un single post qui sera l'affichage d'un seul article, mais plutôt une archive, ici. Donc je vais créer une nouvelle archive. Vous allez voir, c'est exactement le même principe, avec des contrôles un tout petit peu différents. Ah, j'ai une erreur. Quoi? J'ai une erreur 500. Voilà. Ok, donc là j'ai rechargé la page. Donc là, il me propose des blocs tout faits. Et d'ailleurs, maintenant, on voit que ces blocs-là, c'est des blocs d'archives d'articles hein, avec des mises en page spécifiques. Alors, il faut avoir un compte sur le site Elementor, Elementor pour accéder à ces modèles-là, pro. Moi, je vais commencer de zéro. Donc, je me retrouve. Alors, vous reconnaissez en haut l'entête, hein, qu'on peut d'ailleurs ici modifier directement, qu'il a mis. Donc, maintenant, il sait où l'afficher, donc il l'affiche partout. Et puis, au-dessous de l'entête, ma fameuse zone de contenu. Rappelez-vous, hein, c'est là où finalement dans Elementor je vais ajouter du contenu dans cette zone de contenu. Et puis j'ai déjà, dans les widgets d'Elementor, dans la classification, il me propose par défaut titre de l'archive, post, archive post, author box. Il me propose déjà des widgets qui sont en accord, en adéquation avec le fait que c'est une archive. Alors, si je prends Archive Post, par exemple, et que je le glisse ici dans une section, vous allez voir, boum, ça va être immédiat. Il va aller chercher tous les articles de mon blog et qu'il affiche. Alors, il y a des fois où, bon, là, celui-là, bonjour tout le monde, il n'avait pas d'image à la une, donc là, il la trouve pas, donc il affiche rien. On a ici, dans Archive Post, Layout, Pagination et Avancée. Layout, c'est à quoi ça va ressembler. Et là, on a une mise en page classique. Alors, sur un certain nombre de colonnes, ce nombre de colonnes, il est à définir ici. Hein. On peut très bien demander 2 colonnes, 1 colonne, 6 colonnes, 5 colonnes. Enfin, on a le choix de faire ce qu'on veut. On a le nombre de colonnes. On a la position de l'image à la une. Est-ce qu'on la veut à gauche, à droite, au milieu, ou est-ce qu'on veut aucune image à la une? C'est tout à fait possible. On est dans une sorte de template qu'on va modifier, on va dire. Hein. C'est-à-dire que globalement, on a
pas un contrôle excessif sur cette mise en page de poste, mais on a quand même suffisamment pour pouvoir sélectionner, par exemple, une méthode de rendu classique ou cards, auquel cas il va faire des sortes de cartes comme ceci, hein, qui vont prendre chaque fois la catégorie en haut, comment dire, author box, hein, l'image de celui qui a écrit l'article, le titre, etc. On va pouvoir travailler toutes les couleurs dans les styles, etc. On a déjà un certain nombre quand même de contrôles sur ces mises en page, comment dire, prédéfinies, on va dire plutôt quand même, hein, prédéfinies qui vont nous permettre d'avoir déjà un certain rendu. On va pouvoir masquer des éléments ici, hein, donc, par exemple le badge, si je le masque, alors c'est l'avatar ici, hop. Voilà, j'ai plus d'avatar, je peux travailler sur la couleur du titre. Alors c'est dans les styles, hein, dans carte, image, contenu. Donc si je prends carte, par exemple, je peux gérer une couleur principale de fond. Je peux, voilà, paramétrer tout ça. Alors ça peut me suffire en fait, hein, puisque si je fais ça, j'ai créé donc une archive. Alors je vais enlever ça parce que c'est affreux. Hop, layout, card. Je vais enlever cette image. Voilà, je mets l'image par défaut. Donc là, imaginons que ça me suffise, hein, parce qu'après tout, pour un blog, c'est pas mal. Moi, j'utilise ça sur pas mal de sites. Hein, cette mise en page par carte, elle est très bien. Je vais publier, et là, bah, il me posera cette question une seule fois, en fait, hein, au premier enregistrement. Il va me demander où est-ce que tu veux afficher ce modèle-là? Parce que comme vous vous rappelez, les archives, notamment les archives, on a vu qu'on pouvait les utiliser pour l'archive du blog ou l'archive des catégories notamment. Ça veut dire qu'on peut avoir un modèle d'archive qui est pour le blog et un modèle d'archive pour les catégories. Eh bien, ça sera peut-être deux modèles différents, mais il y aura surtout des conditions d'affichage différentes. Donc, si l'archive de mon blog, je veux l'utiliser pour l'archive de mes articles, eh bien, je vais ajouter comme condition, inclus ce modèle-là pour toutes mes archives. Si je fais ça, eh bien, il va affecter ce modèle à toutes les archives. Alors attention, par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que si jamais moi, via une extension ou via du code personnalisé, j'ai un nouveau type de données, par exemple, qui est des biens immobiliers, c'est-à-dire qu'ici, j'ai en plus de mes posts, pages, j'ai biens immobiliers. Si je fais toutes les archives, eh bien, il affectera aussi pour mes biens immobiliers l'archive de mes articles, ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne idée, parce que la mise en page sera probablement très différente entre un bien immobilier et un article de blog. Donc, je vais peut-être restreindre ça ici à non pas toutes les archives, mais uniquement les archives des articles. Donc là, si je fais ça, eh bien, il va affecter ce modèle uniquement aux archives de mes articles. Donc là, j'ai fini. Donc là, j'ai fait ça. Et simplement maintenant, si je vais sur la page, vous vous rappelez qu'on a créé tout à l'heure et qu'on a appelé blog, qui est l'archive de mes articles. Si je tape blog ici, donc dans mon URL, pour le routage, je clique valider. Et bien voilà, maintenant j'ai la mise en page que j'ai souhaité effectuer. Donc, et tout est relié puisque post title, eh ben, il m'a automatiquement mis le lien vers le détail de l'article lui-même ici. Hein. Donc là, ça c'est parfait, ça marche très bien. Regardez bien la rapidité d'affichage puisque j'ai un thème qui est très très léger, donc la rapidité c'est quasi immédiat. Donc j'ai un excellent rendu parce que j'ai pas de thème graphique superflu. Pour l'instant, on n'a fait que très peu de modèles, donc ça marche très bien. On arrive sur le single de l'article, hein, c'est-à-dire que là j'affiche l'article dans son intégralité. Et j'aimerais bien que ce soit un peu mieux mis en page globalement, hein, que ce soit un truc qui soit un peu plus joli que ça. Donc, eh ben, je vais simplement créer maintenant un nouveau modèle qui va être un single. Donc, je vais dans Modèle ici, Theme Builder. Theme Builder, je vais aller, donc j'ai deux modèles maintenant, en-tête et archive. Je vais créer un single post, un modèle pour afficher un seul article. Voilà, donc là, il me lance Elementor. Pareil, il me propose des modèles d'articles single déjà tout faits, avec l'image à la une à droite, à gauche, le titre, alors dans des mises en page déjà assez intéressantes. Bon, je vais commencer de zéro. On est bien dans la zone de contenu de mon single post, puisqu'on a l'en-tête ici, et nous, on travaille bien ici. Ici, on aurait éventuellement le footer si on en avait fait un.
Donc là, j'ai en premier, comme il sait qu'on est dans un single post, il me propose des widgets qui sont focusés sur les singles. Post title, le titre de l'article, l'extrait de l'article, le contenu de l'article, l'image à la une, la table des matières, l'author box, les commentaires. Bon, bref, j'ai déjà tout un florilège de widgets qui sont spécifiques à ces singles. Alors, je peux les utiliser. Ou je peux partir comment dire, de widgets standards, mais je peux quand même avoir un contrôle. Alors ça, il faut que je vous montre parce que c'est très intéressant. Soit je peux dire, par exemple, post title, ça veut dire récupère-moi le titre de l'article. Alors, ok, il me met bonjour tout le monde. Alors, d'où ça vient ça? Parce que là, on est sur un modèle. Pourquoi il me met bonjour tout le monde? Ça veut dire qu'apparemment, il y a un lien entre le modèle, pour l'instant, et les données. D'accord? Parce que j'ai une vingtaine d'articles dans mon site. Qu'est-ce qu'il a pris là? Il a pris le premier qu'il a trouvé. Comment il fait pour me mettre ce premier titre? Alors, je vais juste mettre un peu de padding en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, en fait, c'est un jeu de données de test, on va dire. C'est-à-dire qu'il va me dire, OK, c'est plus simple de travailler évidemment sur un modèle avec un jeu de données, puisque c'est un modèle générique qu'on est en train de construire. Donc, si vous allez en bas dans les réglages du single post ici, vous allez avoir les preview settings ici. Et dans ces preview settings, il va nous dire prévisualiser le contenu dynamique comme, et là on peut lui donner eh bien n'importe quel article qui existe. Hein. Alors il doit y en avoir un qui doit s'appeler Lorem Ipsum, j'imagine. Voilà. Je peux sélectionner l'article, faire Apply and Preview, et là il va charger le jeu de données de l'article en question. Voilà, donc là, il me met le deuxième article qui probablement a une image à la une. Donc, si je fais Featured Image que je veux mettre en haut, par exemple, voilà, il va me récupérer l'image à la une. Ensuite, je peux continuer comme ça à construire mon modèle. Alors, je peux faire ce que je veux. Hein. Si je décide d'avoir, par exemple, une colonne latérale, je peux très bien rajouter ici deux colonnes, par exemple. Avec le contenu de mon article dans la colonne de droite, une colonne latérale ici. Donc, je fais absolument ce que je veux. Donc là, j'ai mis l'image à la une, j'ai mis le titre de mon article. Et en l'occurrence, je vous montre une deuxième façon de mettre ce titre. Au lieu d'utiliser post title, je peux très bien aller dans les widgets, prendre un titre tout simple, puisque c'est un titre que je veux mettre ici. Hein. Donc, je crée un titre, je vais le mettre au-dessous. Et alors évidemment, je peux pas taper le titre là-dedans parce que il va changer à chacun des articles. Eh bien, je vais, grâce à Elementor Pro, pouvoir, après avoir mis mon widget titre, aller ici dans la balise dynamique, ici, et venir finalement relier ce widget à la base de données. C'est-à-dire, je vais dire, là, je veux récupérer ici. Alors, c'est classé, il y a plus ou moins de choses là-dedans, suivant les extensions qu'on a mises en place. Vous voyez, on a tout plein d'éléments qui concernent WooCommerce dedans. Le prix, les étoiles, le contenu, la description, etc. C'est classé par type de données. On a notamment les posts, hein, ici. Donc, on a le post title ici. Donc, si je le sélectionne, hop, il me récupère la même chose, en fait, qu'ici. Je peux mettre ici un H1. Et voilà, j'ai la même chose. Donc ça, c'est super intéressant parce que ces liens vers la base de données, on les a dans absolument tous les champs d'Elementor. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'Elementor Pro. C'est qu'on peut accéder. Je peux, par exemple, au lieu de du widget Featured Image ici, qui est le widget spécifique, je peux très bien aller prendre, par exemple, une image standard, ici, au-dessous. Et dans cette image, au lieu de cliquer sur l'image pour aller importer une image, eh bien, je peux très bien aller dans la balise dynamique ici et aller récupérer Featured Image, par exemple, ou l'image du profile author, par exemple. C'est l'image, voilà, c'est ma tête à moi qui est auteur de cet article-là. Je peux aller finalement récupérer un lien dynamique vers la base de données. Et ça marche avec tous les widgets d'Elementor. Donc Featured Image, voilà, hop, je récupère la même chose, image en entier. Voilà, donc j'ai récupéré la même image. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les modèles, puisque ça me permet de construire le modèle. Donc j'ai besoin donc de l'image à la une, le titre. Au-dessous, je peux mettre l'extrait, par exemple. Voilà, je mets l'extrait. Alors, quand on voit une petite clé à côté d'un champ, c'est pour paramétrer. Alors, notamment, c'est la longueur de l'extrait. Combien de mots je vais avoir. Donc, si je mets par exemple 2, je vais avoir 2 mots qui vont être récupérés dans mon extrait. Ça, c'est pour limiter le nombre de mots. Si je mets 10, par exemple, eh bien, il récupérera les 10 premiers mots de mon extrait. Alors, je vais les centrer, comme ceci.
il ne me reste plus que le contenu vraiment de l'article, et on a vu tout à l'heure que le contenu d'un modèle, c'est finalement la content area. Alors, on l'avait vu ici, post content, hein, c'est ici. C'est le contenu de l'article ou de la page d'ailleurs, c'est pareil. Donc, si on va dans Post Content, on a aussi un widget qui s'appelle Post Content, qu'on peut récupérer d'ici. Et là, eh bien, il va récupérer tout le contenu de l'article, c'est-à-dire tout ce qui a été créé sur Elementor ou sur Gutenberg, peu importe, on le voit, c'est l'article dans son intégralité. Donc, une fois que j'ai construit mon modèle, alors construit mon modèle pour ordinateur, pour téléphone, hein, dans les différents, voilà, les différents points de rupture. Une fois que c'est fait, je fais publier, et là, comme tout à l'heure, à la première fois, il va me demander où je veux afficher ce modèle-là. Donc, je vais ajouter une condition. Alors, comme tout à l'heure, si jamais j'ai aussi des biens immobiliers comme type de données, mais je veux restreindre ça à mes articles du blog, je vais pas faire tous les singuliers, mais je vais plutôt faire tous les articles ici. Articles. Mais je peux ajouter et exclure une certaine catégorie d'articles. On peut faire vraiment, sauf ceux qui sont dans la catégorie événements, par exemple, auquel cas le modèle ne s'appliquera pas aux articles qui ont comme catégorie événements, parce que je veux peut-être avoir un modèle différent pour les articles qui sont des événements. Donc là, je mets les conditions que je veux pour le routage. Je fais sauvegarde, sauver et fermer. Voilà. Et maintenant, donc, si je retourne sur mon site, hop, je vais retrouver donc dans le blog, je vais retourner dans le blog. Voilà, je retrouve donc donc c'est filtré sur mon modèle d'archive, et quand je clique sur un article, voilà, je vais retrouver donc la mise en page que j'ai effectuée, c'est-à-dire l'image à la une en haut, comme ceci, ensuite le titre, l'extrait. Alors on voit que là, a priori, la longueur de l'extrait, ça fonctionne. Ah non, il n'y a pas d'extrait dans celui-là, donc c'est pour ça qu'il m'a mis ça. Et je retrouve donc la mise en page. Donc j'ai maintenant finalement réalisé pratiquement un site en entier, hein. Il faut quand même bien prendre conscience de ça, parce que finalement les modèles que j'ai faits sont assez peu nombreux, hein. J'ai un modèle d'en-tête, un modèle d'archive et un single post. Ça me suffit pour construire un site en entier, déjà en fait, hein. Alors, je vais, dans le temps qui me reste, continuer sur les modèles en introduisant un contrôle supplémentaire. Alors là, jusqu'à présent, c'est finalement relativement simple, puisque tout ce que je dois créer comme contenu dans mes pages, eh ben, je le crée ici dans ajouter une page, modifier avec Elementor, je crée ici tous mes contenus, tous mes articles ici. C'est ce que j'ai fait. On va voir après comment ça va se répercuter sur les produits, mais ça va être la même manière, en fait, ça va être la même façon. Dans les modèles, j'ai un contrôle supplémentaire que je voudrais avoir, et ça, vous allez voir, c'est assez intéressant, même si il va falloir peut-être avoir une réflexion un peu plus... Il faut être concentré pour comprendre le fonctionnement de ce que je vais vous montrer, mais je vais vous le montrer pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin. On est d'accord que j'ai créé un modèle d'archive de mon article, de mon blog, hein, blog ici. Donc quand j'affiche blog, on a pris un modèle finalement avec un widget qui me renvoie les différents articles de mon blog. Alors je suis pas sur le bon site là, c'est pour ça que ça n'affiche. J'ai changé de site. Alors attendez, je retourne là-dessus. Hop. Là, j'ai plusieurs sites là. Voilà, allez sur le site. Donc je retourne sur blog. On a bien cet affichage qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec les différents articles. Mais moi, si je voulais modifier cet affichage-là, c'est-à-dire que dans ce tableau des articles, si mon client me dit mais non, mais attendez, mais moi je veux pas vraiment que ça soit de cette façon-là, mais je préférais une autre mise en page. Là, on se rend compte qu'on est un peu coincé, parce que quand on édite le modèle ici d'archive, hein, donc Elementor Archive, on est coincé dans un certain nombre de templates, on va dire, hein. Ici, c'est les layouts d'habillage. Donc, on a classique. Bon, classique, c'est vraiment adapté pour des blogs purs et durs. On a Cards, qui est un peu sympathique, mais si je veux mettre l'image à la une en bas, bah, je peux pas, hein, puisque c'est un modèle qui est prédéfini.
On a full content, mais là, c'est l'intégralité des contenus. Donc ça, bon, il faut vraiment trouver une possibilité de l'utiliser sur une archive. Je vois pas trop comment utiliser ça, à moins d'avoir des articles très courts. Il nous manque quelque chose là-dedans. Qui serait designer soi-même finalement une cellule de ce tableau d'articles. D'accord? Donc c'est le contrôle supplémentaire qu'on va avoir. On retourne dans le tableau de bord de WordPress et là, dans le Theme Builder, c'est exactement le propos de ce modèle-là. Alors, ça a été inséré dans la version 3.2 d'Elementor, donc il y a assez peu de temps finalement, qui est la boucle. Donc, la boucle, c'est ce que je vous ai montré, donc je vais juste vous le refaire ici pour bien qu'on soit d'accord. La boucle, c'est l'archive d'une boutique de produits ou d'un blog ou de ce qu'on veut. C'est une répétition finalement d'éléments suivant un certain nombre de colonnes, en fait. Hein. Donc, on a les colonnes ici, colonnes. On a ici un certain nombre de lignes, donc suivant qu'on ait plus ou moins de contenu. Et on va répéter, toujours pareil, le même contenu sur ces éléments-là. La boucle, on va se focaliser sur une seule case du tableau et on va la dessiner nous-mêmes. On va dessiner cette case. Et on va lui dire, au lieu de me prendre un modèle tout fait, prends-moi la boucle que moi j'ai fait. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la boucle qu'on a fait pour l'afficher autant de fois qu'il est nécessaire sur le nombre de colonnes spécifiées et le nombre de lignes. Donc, ça, le principe est relativement simple. Bon, il faut juste un effort d'imagination pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est pas forcément évident. Donc, je crée ici une nouvelle boucle. Ici. Donc, il faut que maintenant je comprenne que je suis dans l'affichage d'une seule des cases finalement. Et là, on le voit dans la répétition, dans les modèles qui sont proposés par défaut, on voit qu'on répète 3 fois. Voilà, on fait un affichage qui va être répété à l'identique sur autant de colonnes et de lignes que nécessaire. Donc, quand je ferme ça, j'ai un petit élément, d'accord? On voit sur la page, hein, on est vraiment dans une case du tableau. Donc, je vais dessiner cette case de tableau. Je vais prendre, par exemple, je vais dire, moi, ce que je voudrais, c'est créer un nouveau conteneur, par exemple, comme ceci. Dans le fond de cette conteneur-là, j'aimerais bien mettre, par exemple, l'image à la une. Donc, je vais aller dans type d'arrière-plan. Au lieu de prendre, évidemment, une image par défaut, je vais prendre une balise dynamique, l'image à la une, ici. Donc, dans les réglages, dans les preview settings, dans la requête, on peut lui dire à partir de quelle source on travaille. Et on peut travailler à partir des articles, mais on peut également travailler à partir des produits. Ça veut dire qu'on peut aussi créer cette fameuse archive des produits comme on le souhaite nous. C'est-à-dire qu'on va maîtriser tous les aspects de l'affichage, des éléments qu'on va afficher, des styles, de l'ordre des éléments. On peut tout faire avec ça. Donc là, bon, je vais prendre les postes, hein, donc ça je ne vais pas toucher, et je vais prendre, par exemple, spécifier avec un poste précis pour travailler, je vais reprendre le même que tout à l'heure, l'OREM, je vais prendre celui-là, par exemple, Apply and Preview, il va charger le jeu de données de cet article-là, voilà, et là il me montre l'image à la une. Donc je vais dire, ok, je veux mettre l'image à la une sur, par exemple, une certaine hauteur, par exemple, hein, donc je vais prendre ici une hauteur minimum, comme ceci, par exemple. Ensuite, dans ce conteneur-là, je voudrais avoir le post title, le titre de l'article. Alors, qu'on peut récupérer dans titre aussi. Hein, je peux faire titre, balise dynamique, post title. Hein, je vais, par exemple, le centrer. Je vais le mettre. Alors, attention, on ne sait pas quelle sera l'image en fond, donc il faut faire attention avec les couleurs, parce que peut-être ça ne sera pas très lisible. Hein, et si je mets du blanc et qu'il y a un fond blanc derrière, on ne verra rien. Donc, il faut juste penser à ça. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, je vais peut-être créer un peu de marge interne ici, et puis peut-être mettre un fond de couleur avec une petite transparence pour m'assurer que ça sera lisible. Donc, arrière-plan, je vais mettre un arrière-plan avec une couleur alors qu'on a récupéré ici, avec un peu de transparence, par exemple, pour être sûr que ce soit bien lisible, comme ceci. Et puis, je peux rajouter comme ça autant d'éléments que je veux, des informations, les catégories de l'article. Bon, moi, je vais simplement faire ça et je vais rajouter quand même un bouton qui va être
en savoir plus, par exemple. En savoir plus. Voilà, je vais centrer ce bouton-là. Et dans le style du bouton, je vais mettre dans la couleur d'arrière-plan, la couleur secondaire, ok, et la couleur texte pour mon bouton, voilà, comme ceci, avec une typographie, par exemple, transformation majuscule. Ensuite, dans mon conteneur, je vais faire un truc très simple, je vais distribuer les éléments en haut et en bas. Voilà, imaginons que je souhaite faire ça, et je vais avoir un petit effet au survol sur mon bouton, je vais basculer la couleur, comme ceci, et je vais basculer aussi la couleur du texte que je vais passer en blanc. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je fais publier. Et là, par contre, il ne me pose pas de questions, puisque il sait que je suis en train de dessiner une boucle. Alors, je vais juste voir s'il faut activer un contrôle supplémentaire ou pas pour la boucle. Donc, je vais retourner sur ThemeBuilder. Ici, hop, je vais retourner dans Elementor Archive, éditer cette archive donc, que j'ai créée. Voilà. Donc là, alors je pense qu'il faut que j'active la boucle. Alors je vais voir là. La boucle loop grid, elle est là. Donc là, c'est déjà activé en fait. Hein. Donc la boucle me permet de travailler aussi bien des grilles, donc ça c'est une grille en fait, hein, que des carousels. C'est-à-dire je peux aussi faire un carrousel de poste par exemple avec la boucle. Alors ça je vais le supprimer puisque je vais le remplacer par la boucle loop grid. Alors là, il me dit OK, donc j'ai ici un certain template que je peux gérer, mais il me demande donc le poste, OK, et il va me demander de sélectionner une boucle. Donc là, j'ai loop, je sélectionne le nom, loop item, et là, boum. Il est en train d'utiliser donc la boucle que j'ai créée. Je peux changer le nombre de colonnes puisque c'est indépendant du design de la boucle elle-même. Je peux modifier le nombre d'éléments par page. Alors là, par exemple, généralement, moi, ce que je fais, c'est que ici, OK, je fais ça, et ensuite, je fais éditer le template pour venir m'assurer que les tailles des éléments sont bien. Alors, je prends par exemple celui-là, je vais réduire la taille, on va passer en 18, vous voyez, il remet à jour partout mes éléments. C'est super intéressant. J'ai accès ici dans le navigateur à mon conteneur, donc je vais lui demander par exemple d'afficher la position centrée sur mes images, la répétition ne pas répéter et couvrir pour avoir voilà toute l'image à la une en fond, mettre à jour. Je reviens sur mon site, je tape blog pour retrouver sur l'archive de mes articles. Alors, on voit que c'est un petit peu, c'est un peu collé en haut, donc je vais juste modifier dans mon Elementor Archive, je vais modifier les marges de mes premières, ici, de ma section, il ne faut pas qu'elle soit collée à mon en-tête, donc je vais rajouter 5 EM en haut, ici, uniquement en haut et en bas, par exemple, voilà, pour décoller un peu. Après, je peux travailler aussi sur la loop grid, puisque on a aussi des contrôles assez importants sur cette loop grid, c'est-à-dire notamment, on a quelque chose qui est très important, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était un layout, c'est-à-dire une mise en page connectée à des données via une requête, et là, dans ces widgets-là, on a accès à la requête. Donc on peut lui demander, par exemple, si c'est pas l'archive de mon blog, mais cette boucle-là, on veut l'utiliser sur la page d'accueil, je pourrais très bien lui dire, par exemple, inclus dans cette boucle uniquement tel terme de catégorie, par exemple la catégorie événement, auquel cas il va me renvoyer que les articles qui sont dans la catégorie événement. Ou alors envoie-moi juste là-dedans, par exemple, tous les articles de la semaine précédente, ou du mois précédent, ou entre telle date et telle date. Ou alors fais-moi un affichage au hasard, auquel cas chaque fois que la page sera rechargée, eh bien, les posts seront tirés au hasard. Ou alors par date, par exemple, je vais récupérer les 5 derniers, par exemple, les 6 derniers ou les 3 derniers posts qui ont été publiés. Donc, je fais par date, description, et là, dans layout, je fais nombre d'éléments, 3 par exemple. Et là, j'aurai les 3 derniers posts publiés, quels qu'ils soient.
Donc, on a un contrôle assez intéressant. Alors, on peut aller encore plus loin, mais moi, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, sinon, bon, ça fait beaucoup d'éléments d'information. On peut, alors juste à titre indicatif, injecter dans cette boucle également des boucles alternatives. C'est-à-dire qu'on peut venir dans la boucle elle-même, ici, dans l'élément. Je reviens en arrière, ici. Dans cet élément-là, on peut injecter des templates alternatifs. C'est-à-dire qu'on peut ajouter, et ça nous permettrait de faire ça, par exemple, d'ajouter un grand affichage pour un article, et ensuite à côté des affichages plus petits. Donc c'est ce que s'appelle alternate elements. Et là, il suffit d'aller cliquer là-dessus, de créer une boucle différente, et ensuite d'expliquer comment ça se passe. Est-ce que c'est affiché une seule fois ou toutes les quatre affichages? Bon, bref, on a un certain nombre d'éléments. On peut mettre plusieurs éléments. Bon, bref, on peut aller très loin avec ces boucles. Et là, ça nous donne un contrôle total. Donc, globalement, sur ce système-là, si on comprend comment ça marche pour les articles, on comprend également comment ça marche pour les produits, et on comprend également comment ça marche pour les biens immobiliers, à la seule différence que pour les biens immobiliers, par exemple, la question, ça serait, mais comment est-ce qu'on va créer des biens immobiliers? Parce que là, j'ai compris que je peux créer des modèles d'affichage de données, mais je ne peux pas créer de données elles-mêmes. Avec ce qu'on a vu là, les modèles, c'est juste des modèles d'affichage. Eh bien, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube à l'Académie du Web Design pour trouver toutes les vidéos qui ont trait à la création de modèles de données, à savoir comment créer ici des biens immobiliers, des partitions de musique, etc. Et ensuite les modèles qui vont permettre de les afficher, et ainsi comme ça de pouvoir proposer, produire un site entièrement finalisé, complètement différent de ce qu'on pourrait faire avec une installation WordPress par défaut. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement qui, à mon sens, est le plus intéressant sur WordPress, qui donne la puissance du système comparé à des systèmes analogues, il n'y en a pas, parce que sinon c'est à la main qu'il faut le faire, et là on n'a ni le temps, ni l'envie, ni la rentabilité généralement pour le faire, à moins d'avoir des grosses équipes de travail qui vont travailler pendant des mois dessus. Ça sert à rien de recommencer à redéfinir la roue. Donc, quand j'ai compris comment ça marche pour les articles, j'ai compris comment ça marche pour les produits, parce que pour les produits, d'un côté, on a les produits de votre boutique en ligne, qui, si vous avez installé Astra, ben, vous propose l'affichage qui est défini dans Astra, c'est-à-dire Astra propose un single produit, avec un, deux ou trois singles produits, un, deux, trois archives, mais c'est des modèles tout faits. Mais comme c'est compatible évidemment avec Elementor Pro, et bien même si j'ai Astra d'activer, et j'ai pas Hello for Elementor, je peux toujours aller dans les theme builder, ici dans le constructeur de thèmes, et créer mon thème produit pour ma boutique en ligne en ayant créé l'entête, l'archive si j'ai un blog, la single post si j'ai un blog, la loupe si je veux aller plus loin, mais également le single product. Et là, c'est exactement la même chose. Product Archive, qui va être une archive, parce que sur la page accueil, on veut récupérer 5 produits à la une, par exemple, eh bien, on utiliserait une archive produit. Single Product, c'est, par exemple, si je crée un single product, c'est la même chose, sauf que par défaut, il va me proposer ici des modèles d'affichage d'un produit. Hein. Alors là, c'est les modèles qui sont proposés, avec le titre à gauche, voilà, différents modèles. Si je pars de zéro, en priorité, on voit sur la gauche de l'interface que j'ai des widgets spécifiques à l'affichage d'un produit. C'est pareil que pour l'article. Hein. Au lieu d'avoir le post title, on a le product title, on a le product price, product images, add to cart. Hein. On peut absolument aller beaucoup plus loin. Les produits connexes, les upselling, cross-selling, on a pratiquement toutes les choses. On a les tables de product data en bas. On a des widgets spécifiques à WooCommerce. Hein. On a le menu carte qu'on peut mettre dans un en-tête, par exemple. Dans cette en-tête-là, je pourrais mettre menu carte, par exemple. Hein. Ici, si je fais éditer l'en-tête,
sur ma boutique menu cart, je peux venir le mettre. C'est un widget comme un autre hein, qui va me donner. Alors il a plusieurs aspects hein, qu'on peut paramétrer, basket solide, etc. Bubble, plain, enfin bref, on a pas mal de modifications qu'on peut mettre en place sur ça. Et sur le single product lui-même, eh bien, c'est un jeu de construction. On va reconstruire la fiche produit hein, comme on le souhaite, avec l'apparence qu'on veut. Alors, moi, j'ai pour l'instant pas de produit, mais là, on a le product title hein, ici qu'on peut récupérer. Et puis, on a toutes les informations de produit pour créer ces fameuses pages WooCommerce qui sont finalement au même titre que les articles de blog, c'est la même chose, sauf que c'est des produits ou WooCommerce.